En fait, je pense que là-dessus, il y a eu un peu un mensonge sur la manière de présenter cette histoire-là, de l'indépendance des femmes et tout. En fait, historiquement, la vision française qu'on a eue de l'unité d'un groupe de gens, en fait, c'était l'unité familiale, c'était l'élément unitaire, en fait. Genre, chaque élément, c'était une famille. Et donc, chaque famille était comme une sorte de petite PME où tu avais un ensemble de gens qui étaient mis ensemble et qui travaillaient ensemble pour faire tourner la petite PME familiale. En gros, est-ce qu'il faudrait pas, le truc qui serait révolutionnaire et qui serait vraiment anticapitaliste, est-ce que finalement ce serait pas justement reformer des familles et reformer des petites communautés ? Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs, parce que les gens de gauche comme de droite sont en mode « Ah, il faudrait refaire des petits fiefs, il faudrait... » Des éco-villages. Des éco-villages, exactement. Fief pour les gens de droite, éco-village pour les gens de gauche. J'ai l'impression qu'il y a les gens, ils ont une intuition, quoi. Il y a une intuition collective qui est... Peut-être qu'il faudrait qu'on soit un petit peu autonome. Tu vois, tous les survivalistes et tout, ils sont vraiment dans cette optique. En fait, on a peut-être donné un petit peu trop de pouvoir aux capitalistes, aux gens qui sont au top. Bonjour Moss. Bonjour Amélie. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on commence à aborder le thème de l'empouvoirment féminin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on fait passer le féminisme comme étant une avancée pour donner du pouvoir aux femmes. Et plus le temps avance et plus je me rends compte qu'en fait, on sait pas très bien où est-ce qu'on va avec ça. Ça devient un petit peu de la broscience, genre un peu tout et n'importe quoi et de l'empouvoirment. Et je pense que c'est un thème qui en tout cas m'a inspiré plein de choses, et j'espère qu'il t'inspirera aussi pas mal de choses. Donc je voulais qu'on parte là-dessus. Pour toi, déjà, est-ce qu'on peut peut-être commencer par définir, est-ce que tu pourrais donner une définition de l'empouvoirment selon les féministes ? Je peux essayer. Une définition, genre qu'est-ce qu'elles considèrent comme étant de l'empouvoirment ? Je pense que la définition la plus universelle de l'empouvoirment pour des féministes, ça serait en gros de conquérir des droits ou des aptitudes qui étaient socialement mal vues pour les femmes. Je crois que c'est ça qui est la définition un peu la plus large que je puisse donner de ce terme. Donc en gros c'est, par exemple, je dis n'importe quoi, on n'a jamais voulu que vous soyez mécanicienne dans un garage à réparer des voitures, et ben en fait, prenez le pouvoir, saisissez-vous de la possibilité de devenir mécanicienne si ça vous fait plaisir. Donc ça c'est un peu le point de départ, et je dirais le plus petit dénominateur commun en fait de tous les empouvoirments féministes tels qu'ils sont présentés. C'est toujours cette idée qu'il y a des interdits, et qu'il faut transgresser ces interdits, et que transgresser ces interdits permet d'acquérir une forme nouvelle de pouvoir. Voilà, c'est pour ça que c'est de l'empouvoirment, en fait. Après, je te rejoins sur le fait que effectivement, on peut mettre dans cette définition un peu large plein de choses, et des choses qui sont parfois peut-être même en conflit les unes avec les autres. Donc, tout à fait, ouais. Toi, qu'est-ce que tu avais en tête sur la notion d'empouvoirment ? Comment tu la présenterais ? Pour moi, ça a toujours été assez flou, justement, sur où est-ce qu'on allait avec cette histoire d'empouvoirment. Il y avait en fait, il y a un truc finalement très masculin, tu vois, dans la proposition. C'est vraiment ce qui nous donne du pouvoir, finalement, ce sont d'aller sur le terrain des qualités masculines et d'aller, faire le même travail que les hommes et du coup récupérer le capital qu'eux ont. Gagner l'argent, gagner le pouvoir, gagner le capital à leur place finalement, tu vois, récupérer le pouvoir. Donc moi je le voyais beaucoup comme ça, mais récemment il y a quand même un nouveau dérivé qui est arrivé avec tout le côté sexualité. C'était genre reprendre en main sa sexualité, c'était devenu de l'empouvoirment apparemment féminin. Du coup il y a quand même, je trouve, une sorte d'incohérence par rapport à ce que moi je m'étais fait à la base de l'empouvoirment, qui était beaucoup plus quelque chose de de s'approprier les trucs masculins, les qualités masculines. Dans quelles circonstances est-ce qu'on te parle d'empouvoirment en fait chez les féministes ?
quand tu montes la hiérarchie, quand tu as de l'argent, quand tu... Ouais, c'est ça, gagner de l'argent de manière générale, en général. C'est vraiment ça, c'est... C'est amusant parce qu'on dirait presque que du coup c'est une sorte d'incitation au capitalisme en fait ton histoire. Oui, c'est vrai que... C'est un peu paradoxal, non, pour un mouvement... Moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je disais toujours que le féminisme, en vrai, il a une racine capitaliste, puisque s'il est promu, à mon avis, c'est parce qu'il avantage bien le capital qui va, on va dire, en masculinisant les femmes, en les faisant fantasmer, on va dire, des choses masculines, comme par exemple le pouvoir, l'argent, les possessions, etc., bien sûr que ça va faire avancer l'agenda matérialiste et capitaliste du grand capital. Ouais, je sais pas si c'est le grand capital, mais en tout cas, c'est un des aspects, moi j'ai toujours trouvé amusant, par exemple, j'ai souvent vu des légères dissonances cognitives en fait chez les féministes, c'est-à-dire que parfois tu rencontres des femmes avec qui tu as discuté qui vont t'expliquer que la prostitution c'est terrible et que vraiment c'est une souffrance infligée aux femmes, et quand tu discutes avec elles, pour elles quasiment l'empouvoirment c'est je vais devenir riche et comme ça je pourrais me payer un gigolo, et on est là, mais je comprends pas la prostitution. Juste avant, c'était quoi cette histoire Ah bon, il y a des femmes qui rêvent d'avoir des gigolos? Eh ben, j'ai l'impression que c'est un fantasme de plus en plus promu. Alors j'ai commencé à le voir apparaître moi dans des comédies ou dans des films un peu légers américains, genre des trucs que tu trouverais sur Netflix ou équivalent. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qu'on essaye de mettre un peu plus en avant qu'avant. Je pense que ça répond à un problème sociologique profond, c'est qu'en fait aujourd'hui la femme qui quelque part s'est livrée à tout le petit jeu auquel on l'a poussée pour aller travailler dans une grosse boîte, etc., quand elle arrive à 35-40 ans et qu'elle a des sous sur son livret A, mais qu'elle a en fait personne à la maison, au bout d'un moment, elle se dit mince, est-ce que je suis toute seule, etc. Et du coup, elle commence à psychoter. Donc je pense qu'il y a un peu ça. Je pense que ça permet de éventuellement décrisper certaines des femmes qui en arrivent à se poser la question. Parce qu'en fait, quelque part derrière l'empouvoirment, il y a la question du prix de l'empouvoirment en fait. C'est bien de prendre du pouvoir, mais pour en faire quoi ? Est-ce qu'on arrive à être heureuse avec le pouvoir qu'on prend ? Et je pense que si tu veux, ça fait partie des sujets, tu vois, c'est super bien de dire en fait pour gagner du pouvoir il faut faire ça et il y a une liste de trucs à cocher, mais en fait si tu veux avoir du pouvoir c'est pour faire quoi ? Et ça c'est la question philosophique profonde, et je veux dire, pour avoir lu quand même un certain nombre de bouquins de philosophie, en 2000 ans de philosophie, je pense que le nombre de réponses à peu près cohérentes et claires sur cette question, je pourrais pas les compter sur les doigts d'une main, tu vois. J'aurais du mal à en trouver 5. Il y a en gros une tentation religieuse, il y a une tentation matérielle de dire voilà le monde d'ici et maintenant va résoudre tes problèmes, il y a une tentation minimaliste de dépouillement, il y a des choses comme ça. Il peut éventuellement y avoir une tentation altruiste d'humanisme, d'onde vers l'autre, etc. Et c'est à peu près tout, en fait. Je veux dire, quand tu fais le compte, avoir du pouvoir, c'est pour faire quoi ? Et je pense que quelque part, c'est la question que les féministes ne se posent pas. Bah si, mais en gros, elles fantasment le pouvoir pour ensuite pouvoir, je sais pas, mettre leur utopie en place et que, voilà, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Mais le problème, c'est que, je sais pas, si t'as pas d'enfant, si t'as pas de mari, si t'as pas vraiment de famille, enfin, je veux dire, très vite, tu vas te retrouver seule et tu vas vraiment te demander, je pense, mais pourquoi je me bats ? Pour qui je fais ça ? Pour moi, à la base, c'est un empouvoirment humaniste, en fait. Dans la liste des options que j'ai cochées, la moins mauvaise des descriptions que je puisse trouver, ça serait celle-là, tu vois, c'est de dire en fait moi je veux conquérir du pouvoir, mais je le fais pas pour moi, je le fais pour la sororité, et avec toutes les autres filles on va faire un truc extraordinaire et tout ça. La réalité c'est que honnêtement, combien de femmes qui ont beaucoup de pouvoir vous connaissez qui redistribuent ce pouvoir en fait? Moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Non, je pense que... D'ailleurs, on se comporte exactement comme les hommes, puisque regarde, dès qu'on a un peu d'argent, un peu de pouvoir, mais que finalement on n'a pas passé notre temps à chercher l'âme sœur ou je sais pas quoi, qu'on n'a pas réussi à trouver le mari, en fait, au final, on se retourne vers la prostitution
Enfin, tu sais, c'est ce que tu disais juste avant. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas, une fois qu'on a pris la place des hommes, est-ce que finalement, on se comporte pas finalement comme les hommes ? Puisque c'est un peu ça l'idée, tu vois. Je sais pas, mais même, tu vois, tu pourrais te dire, regarde, des femmes qui sont immensément riches sur cette planète, il y en a un paquet. Je veux dire, en France, alors bon, peut-être que les... un peu vieilles maintenant, mais à l'époque, il y avait la famille Bettencourt. Oui, après, c'est des familles qu'ils ont héritées aussi. Fin... Non, mais d'accord, mais en attendant, tu as des gens qui ont des dizaines de milliards d'euros, qui sont à tête de boîte, qui sont dans le top du CAC 40, et si tu veux, tu te dis, bon, cette espèce de mythe qu'en fait, il suffit qu'il y ait des femmes qui deviennent immensément riches et puissantes pour que ça ruisselle le pouvoir jusqu'en bas de la société et que toutes les femmes s'en trouvent d'un seul coup élevées à une nouvelle sorte de grâce féminine, c'est juste faux. Je veux dire, tu prends la fondation Bill et Melinda Gates, typiquement, je veux dire, Melinda Gates a un pouvoir considérable, elle est à la tête avec son mari, certes, mais elle est à la tête d'une fortune considérable. Il y a des choses qui sont investies, bon, je pense qu'il y a des sous qui sont effectivement envoyés dans des choses philanthropiques. Peut-être que certains de ces sous ne sont pas toujours utilisés pour les fins qui sont marquées sur l'étiquette au début, mais enfin voilà. Mais des femmes qui ont du pouvoir et de l'argent, il y en a un paquet. Tu prends Ursula von der Leyen par exemple, elle a le pouvoir sur l'Union européenne. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en fait de ce pouvoir ? En fait, je pense qu'il y a autant, tu vois, chez certaines personnes de droite, il y a un peu ce côté, genre l'argent va ruisseler du sommet vers le bas, et les mecs de gauche sont toujours en train de dire non mais le ruissellement, c'est une théorie pourrie, ça n'existe pas, ça c'est pas vrai, c'est des bunks et tout. Et en matière de sororité et d'empouvoirment féminin, il y a la même théorie du ruissellement, mais cette théorie, elle n'est pas débunk visiblement. Alors que c'est pas cohérent, tu vois. Soit tu crois à l'un et tu crois à l'autre, soit tu crois à aucun des deux en fait. Et du coup, est-ce que pour toi, tu penses que c'est utile, important que les femmes gagnent de l'argent, ou toi tu penses que c'était mieux avant ? C'est pas une question d'avant ou pas en fait. Enfin, oui, moi je trouve que c'est utile que les femmes elles aient de l'argent, elles aient accès à de l'argent. Enfin, je suis pour que tout le monde sur cette planète ait un confort matériel élémentaire, voilà, donc je sais pas si ça fait de moi c'est surtout un bourgeois de droite ou je sais pas quelle appellation, enfin voilà, bon. Surtout une sorte d'indépendance, en fait, l'idée c'est que les femmes soient pas trop dépendantes de leur mari, c'était ça un peu l'idée à la base, tu vois. Mais... En fait, je pense que là-dessus, il y a eu un peu un mensonge sur la manière de présenter cette histoire-là, de l'indépendance des femmes et tout. En fait... Historiquement, la vision française qu'on a eue de l'unité d'un groupe de gens, en fait, c'était l'unité familiale, c'était l'élément unitaire, en fait. Genre, chaque élément, c'était une famille. Et donc, chaque famille était comme une sorte de petite PME où tu avais un ensemble de gens qui étaient mis ensemble et qui travaillaient ensemble pour faire tourner la petite PME familiale. Et du coup, le truc, c'est qu'après ça, on a eu le découpage par génération, en fait, donc les parents versus les enfants. Et donc, on est arrivé à l'idée du couple, donc cette idée de, en fait, les parents qui n'étaient pas vus comme juste une phase de transition pour aller vers la famille complète, machin et fils, tu sais, le truc un peu classique qu'on pouvait avoir. Et on en est arrivé après à se dire oui, mais c'est terrible, comment ça se fait que la femme elle dépende de l'homme, etc. Dans ma vision de ce qui s'est passé dans la France du 19e siècle, l'idée de départ c'était de dire il faut un compte bancaire par famille, par exemple, et c'était pas du tout il faut un compte bancaire pour les hommes en fait. C'est un mensonge d'avoir essayé de retourner le truc en disant c'est un compte bancaire pour les hommes. Par opposition aux femmes. Enfin, ils avaient quand même... Enfin, c'était quand même les hommes qui avaient... genre, je sais pas si à l'époque c'était la carte bleue, mais c'était eux qui pouvaient faire les chèques. Et les femmes étaient quand même dépendantes, on va dire, de demander à leur mari de leur donner de l'argent ou des choses comme ça. Enfin, moi, je pense qu'en vrai, dans les couples, chacun faisait sa sauce, tu vois, mais l'histoire dit quand même, bon, les femmes n'étaient pas très indépendantes, tu vois. Et elles étaient un peu bloquées... si jamais leur mari était violent ou abusif ou quoi que ce soit. Alors ça c'est autre chose, mélangeons pas tout. Moi je te parle juste de l'aspect financier. Sur l'aspect financier... Oui, mais du coup l'aspect financier fait que tu peux pas t'en aller si jamais il y a un problème. Tu raisonnes avec les outils financiers modernes.
Ouais. Tu raisonnes en termes de chèques, de cartes bleues, de transfert de sous via des comptes, de virements, de tout ce que tu veux. On parle d'une époque où, en gros, il était courant d'échanger des choses en nature. T'avais des carottes en plus, tu les échangeais avec ton voisin contre des œufs ou je sais pas quoi. Et il était aussi courant, s'il y avait de l'argent, c'était de l'argent en sonnant et trébuchant, en fait. Des pièces de métaux précieux, semi-précieux, tout ce que tu veux. Ok, donc la femme, en fait, pouvait très bien avoir une... à la maison, l'immense majorité des gens, je pense, n'avaient pas un compte bancaire extrêmement actif. Tu vois, toi tu as une vision du compte bancaire où tu as besoin de te connecter tous les jours pour envoyer des sous à ton propriétaire si tu payes ton loyer, pour payer tes factures, pour je sais pas quoi. Là je te parle d'une époque où en gros il y avait probablement un pot à confiture qui était mis quelque part sur l'étagère de la cuisine et où dedans il y avait les économies pour les trucs nécessaires dans le mois. Et en fait, au début du mois, le mari ramenait ce qu'il avait gagné en travaillant et il mettait dans le pot à confiture, et puis s'il y avait besoin, la femme allait récupérer dans le pot à confiture. Et je pense que si tu veux, c'est parce qu'on regarde le passé avec notre vision moderne qu'on en arrive à dire oui, mais c'est choquant, il n'y avait pas, etc. J'ai presque envie de dire, au fond, est-ce que c'est pas parce que le capitalisme a voulu renforcer le rôle du compte bancaire et finalement le rôle du capitalisme dans les familles, qu'il en est arrivé à dire il faut que chaque personne sur cette planète ait un compte bancaire, identifié, connecté à son identité, vérifié par les autorités, etc. etc. Et au fond, est-ce que c'est vraiment un progrès que d'avoir besoin nécessairement pour vivre chacun d'entre nous, d'avoir un compte bancaire en bonne et due forme, etc. Est-ce que finalement, cette espèce d'époque un peu à la bonne franquette où il suffisait de récupérer dans le pot à confiture, il y avait des pièces qui traînaient pour pouvoir aller au marché et acheter quoi que ce soit, c'était pas suffisant en fait pour l'immense majorité des gens. Et c'est pareil pour le droit de vote aussi. Il y a eu un même problème sur la présentation du droit de vote. Le droit de vote au 19e, quand c'est apparu, c'était d'abord des bonnes familles déjà. C'était un truc un peu élitiste. Surtout les riches, Et puis ensuite, c'est devenu toutes les familles de France. Et après, on a dit, mais il faut que ce soit tous les individus de France. Et si tu veux, c'est ce glissement qui a été problématique. Précise un peu, toutes les familles de France représentées par le père, du coup. En fait, on a choisi un représentant pour chaque famille, qui était le père. Mais du coup, en pratique, on aurait très bien... Enfin, tu vois, on aurait pu déterminer que c'était la mère qui décidait... Oui, mais est-ce que du coup, la veuve pouvait voter, par exemple ? Je pense pas, mais c'est une bonne question. Parce que du coup, suis pas sûr. Ta théorie, elle se tient dans l'idée où c'est chaque famille a le droit de voter, mais si une veuve n'a pas le droit de voter, c'est quand même genre, finalement, une femme n'a pas le droit de voter quand même, tu vois. Il y a quand même une sorte de pensée qui disait, en fait, les femmes ne peuvent pas avoir de pensée politique, tu vois. Les femmes ne peuvent pas, finalement, penser par elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Si une veuve n'a pas le droit de voter, pour moi, ça voudrait dire qu'il y a quand même cette espèce de relent. En fait, peut-être que le travail de la femme n'est pas l'intellectuel, voyez-vous ? Tu vois, il y a un petit côté un peu comme ça. Je suis pas sûr que ce soit ça qu'il y avait dans l'esprit de cette époque-là. Tu vois. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on vérifie à l'époque, si on peut... les gens de gauche étaient contre le droit de vote des femmes. C'est ça qui est drôle, parce qu'ils pensaient que les femmes allaient voter comme le curé. C'est trop mignon. Et donc en fait il y a eu un retournement à 180 degrés parce qu'après du coup, ils se sont rendus compte que potentiellement c'était des bonnes voteuses. Voilà, ça allait voter plutôt dans leur sens, mais au début ils pensaient vraiment pas, tu vois. Donc quelque part, si dans la politique de fin 19e, début 20e, il y a un groupe de gens qui a un peu méprisé les femmes en considérant qu'elles n'avaient pas les capacités intellectuelles de voter, c'était plutôt les gens de gauche de cette époque-là, qui étaient anti-catholiques, pensaient que ça allait forcément être des puritaines, des bigotes, etc., qui allaient voter. Et je ne crois pas que l'histoire leur ait donné raison sur ce point, d'ailleurs, puisque c'est pas vraiment ce qu'on a observé en pratique, quoi. Pas du tout, même. Mais je pense, si tu veux, cette notion de l'unité familiale par opposition à l'unité individuelle, c'est un truc qui est vraiment important. Et en fait, une fois que
tu perçois ça de cette manière-là, ça nuance pas mal des choses que tu comprends du fonctionnement d'un foyer, des rôles sociaux qu'il peut y avoir dans un foyer, etc. Quand tu réfléchis en termes de c'est la PME familiale, et non plus en termes de c'est l'homme qui doit faire tel rôle et la femme doit faire tel rôle, si tu veux, tu en arrives à une spécialisation, parce que en fait c'est le plus efficace. C'est du Fordisme. Voilà. Mais en pratique, cette spécialisation, elle pourrait être un petit peu différente en fonction des couples. C'est pas si grave, tu vois. Ouais. Je pense Chacun que fait sa propre... en moyenne, on est allé vers une spécialisation un peu générale parce que quelque part, elle collait bien avec la majorité des gens. Mais en pratique, ça aurait pu être un peu autrement dans des couples, on va dire, un peu hors normes, tu vois. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans cette idée de la famille comme étant une PME. En fait, c'est l'idée de la décentralisation. En fait, le problème aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est... Le capitalisme a en fait forcé une sorte de centralisation de tous les pouvoirs, qui du coup leur donne de plus en plus de pouvoir, parce que si t'es dépendant d'eux pour l'argent, le travail, même, enfin tous tes biens en fait, tous les trucs que tu as aujourd'hui, tout le confort que tu as, étant donné que ils ont brisé toutes les communautés, ils ont brisé les familles. Aujourd'hui, les vieux qui avant étaient une des bases, tu sais, les grands-parents par exemple, étaient vraiment une base solide des communautés. Aujourd'hui, on les met dans des EHPAD horribles où ils finissent leur vie à agoniser. Enfin, c'est vraiment terrible. Alors qu'avant, il y avait toute une communauté, un centre-ville dans lequel les trucs vivaient. Aujourd'hui, soit t'es à la capitale, soit il se passe rien dans ton village, en fait. Il y a plus du tout a été asséché. Et en fait, ça donne beaucoup plus de pouvoir, j'ai l'impression, aux gens qui sont au top de la hiérarchie capitaliste, entre guillemets, aux espèces de psychopathes qui sont au top, au sommet de la hiérarchie. Et en fait, je me dis, au final, est-ce que la micro... Enfin, en gros, est-ce qu'il faudrait pas, le truc qui serait révolutionnaire et qui serait vraiment anticapitaliste, est-ce que finalement, ça serait pas justement reformer des familles et reformer des petites communautés ? Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe, d'ailleurs, parce que les gens de gauche comme de droite sont en mode « Ah, il faudrait refaire des petits fiefs, il faudrait... » Des éco-villages. Des éco-villages, exactement. Fief pour les gens de droite, éco-village pour les gens de gauche. J'ai l'impression qu'il y a les gens, ils ont une intuition, quoi. Il y a une intuition collective qui est... Peut-être qu'il faudrait qu'on soit un petit peu autonome. Tu vois, tous les survivalistes et tout, ils sont vraiment dans cette optique. En fait, on a peut-être donné un petit peu trop de pouvoir aux capitalistes, aux gens qui sont au top. Mais même, en fait, on a désappris des tas de choses. Et, mais totalement, c'est ça, t'es dépendant je vais revenir aussi peut-être sur l'idée, quelque part, de l'empouvoirment. C'est que si tu veux, si l'empouvoirment, c'est de gagner des sous pour ensuite demander et sous-traiter ses problèmes à d'autres personnes, est-ce qu'on a vraiment pris du pouvoir ? Est-ce qu'on n'a pas juste gagné de l'argent et gagné un moyen d'acheter un pouvoir illusoire, tu vois ? Ouais. Parce que, au fond, tu as un peu cette idée, c'est que non, mais en fait, elle a gagné du pouvoir, maintenant elle va aussi faire la plomberie chez elle, l'électricité, s'occuper de ses enfants en même temps, etc. Tu vois, il y a un peu cette image, au moins dans les années 70-80, il y a eu beaucoup cette image, c'est de la femme qui allait changer une roue et qui... en fait, aujourd'hui, c'est juste pas vrai. Enfin, c'est vrai, on est juste devenu tellement dépendante à tout. Et en fait, avant, ça aurait été le mari qui aurait... remplacer le siphon de l'évier. Là, c'est le plombier qui a été appelé. Bon. Est-ce que finalement, est-ce que c'est vraiment mieux en fait ? Et dans une logique, tu vois, tu dis dans une logique capitaliste. Je suis désolé, mais si le capitalisme et au passage l'État aussi, parce que tu dis le capitalisme, mais il y a l'État qui est un peu en embuscade derrière, parce que financièrement... pour moi, l'État est un bras armé du capital. Enfin, tu sais, il peut l'utiliser selon... Ok, c'est une idée intéressante. Après, si tu veux... Non, en fait, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais je pense qu'on n'est pas dans le bon podcast. On n'est pas dans le bon podcast. On va faire un podcast spécial c'est ça. économie après. Politique, mais économie. Si tu prends par exemple dans la PME familiale Dupont et Fils, normalement, s'il y a un évier qui est mal vissé ou je sais pas quoi, il faut faire quelque chose.
et ben s'il y a un joint à refaire, s'il faut remplacer un tuyau, et ben c'est soit le mari, soit un des fistons qui va s'en occuper, etc. Ou alors la transaction le père qui le fait. a coûté 0. Ouais. Il n'y a pas eu d'échange d'argent, il n'y a pas eu d'échange de valeur. Dans la version moderne, donc on a Amélie qui travaille très dur dans une tour de la Défense et qui gagne beaucoup d'argent. Et Amélie, elle va appeler un plombier qui peut-être parle pas très bien français, qui va venir, qui va lui faire sa réparation et qui va lui dire bonjour, alors pour le déplacement c'est 80 €, pour les 3 heures de main d'œuvre et je sais pas quoi, ça fera 250 €. Bon. Et au passage, l'État dit youpi, ça fait 60 € de TVA. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est juste la partie TVA, parce que derrière, le plombier va aussi payer ses impôts et tout ça. Effectivement. À la fin, est-ce que c'est... Enfin, tu vois, est-ce que c'est vraiment plus rentable ? Est-ce que, honnêtement, dans l'histoire, tu vois, beaucoup de féministes se prétendent et se pensent anticapitalistes. Mais c'est... Est-ce que c'est pas l'exemple même que non. quelque part, là, en l'occurrence, il y a... Enfin, c'est de la promotion du capitalisme, clairement. En fait, en réalité. Mais même, j'ai l'impression que... Non, mais... Bah, du coup, moi, je suis persuadée que le féminisme est est une invention capitaliste. Ça me semble évident pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pousser les femmes à trouver de la valeur uniquement dans les qualités masculines et dans les valeurs, on va dire... marchandes et les valeurs capitalistes en fait. Ce qui va te donner du pouvoir, c'est avoir de l'argent. Ah, super. Great. Enfin, j'ai pas l'impression que ça nous donne réellement de pouvoir que ça. Et deuxième truc, c'est justement la centralisation de tous les pouvoirs qui nous désempouvoir aussi. Donc en fait, j'ai l'impression que... Qui te rend esclave d'un système capitaliste, marchand, enfin tout ça, quoi. Exactement. Et donc en fait, je vois pas... Ouais, en fait, dans la destruction de la famille et dans la promotion des valeurs masculines, pour moi, ces deux trucs font que le féminisme, finalement, nous montre, avec le temps, là, on voit émerger, en réalité, qui sont les réels... précurseurs, ceux qui ont insufflé cette idée aux femmes, à mon avis, étaient plutôt des gens... Quand tu dis, tu vois, en fait, par exemple, dans les choses, moi, qui m'ont toujours un peu fasciné, on parle beaucoup d'empouvoirment. Ouais. J'ai pas l'impression que dans la notion de pouvoir telle que perçue par les féministes, la connaissance ait un rôle particulièrement important. Le savoir est une arme. En effet. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que totalement. J'ai pas l'impression que quand les féministes parlent d'empouvoirment, l'idée ce soit d'aller lire des bouquins pour apprendre des choses. Mais c'est vrai, mais t'as raison. Je ne crois pas avoir entendu de féministes dire vous avez accès à toute la connaissance sur Internet, allez-y les filles, maintenant c'est à vous, quoi. Enfin, je veux dire, vous n'avez rien à payer. À part peut-être te renseigner sur le racisme systémique et sur les différents types de pronoms. À part ça, franchement, on nous encourage pas spécialement à lire. Hein. Après, il y a des types de féministes quand même. Par exemple... Je les mets pas forcément toutes dans le même sac, mais si tu veux, le message général est quand même très orienté matière par opposition à connaissance. C'est vrai, par rapport même à l'esprit, tu vois, la spiritualité, tu pourrais dire en fait le pouvoir féminin c'est aussi de reconquérir une forme de spiritualité qui est plus en accord avec qui tu es, tu vois. Ça pourrait être ça. Bon, ça pourrait être, en fait, tu as eu des années où on t'a obligé à suivre une hiérarchie spirituelle qui était imposée par des hommes, tu vois, pourquoi pas. En fait, vas-y, maintenant tu peux tout le délire des sorcières, c'est un peu ça. C'est astrologie, machin. Mais après, est-ce que c'est... Est-ce qu'elles vraiment elles lisent des livres, est-ce que vraiment c'est renseigné? Des fois j'en doute quand même, parce que quand je vois les conneries qui se racontent sur TikTok ou sur YouTube sur le shadow work et des trucs comme ça, bon je me dis waouh, ça a pas lu beaucoup de bouquins de Jung ici. Donc je suis un peu en sueur, mais ok, je suis assez d'accord. En fait c'est marrant parce que maintenant que tu le dis, c'est vrai que je suis pas moi, j'ai une relation très très répulsive à l'argent. J'aime pas trop l'argent. Certains ont probablement déjà remarqué. Et en fait, c'est marrant, un des trucs les plus... Comment dire ? Le truc qui a le plus de valeur, j'ai l'impression, en moi-même, c'est vraiment ma connaissance et ma réflexion que j'ai fait à partir de cette connaissance, surtout. J'ai l'impression que... Donc, en fait, t'as raison, c'est... On nous montre les faux... En fait, on nous a donné des fausses valeurs, en fait. Bah, si tu veux, c'est le veau d'or, quoi. Enfin, c'est un peu... C'est quoi le veau d'or ? C'est cet épisode dans la Bible où il vénère la fausse idole, c'est ça ? On adore la fausse idole qui se trouve être l'argent, en fait.
Ah, ok. Et donc quelque part, si tu veux, c'est un peu ça. C'est un symbole de l'argent. Ok, j'avais pas... Bah, oui, ça pourrait, ok. C'est bon. L'argent ou autre chose, mais en tout cas, c'est... Là, en pratique, je trouve que si tu veux, oui. ça représente un peu ça. C'est finalement, on acquiert du pouvoir. C'est quoi le pouvoir ? C'est du pouvoir matériel, c'est de l'argent, c'est... Et au fond, est-ce que ça nous a fait vraiment progresser en tant qu'être humain ? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Voire même... Est-ce qu'on a vraiment même gagné du pouvoir ? Moi, pour l'instant, je suis pas convaincu qu'on ait vraiment gagné du pouvoir, tu vois. Non, Dès que tu prends les exemples pratiques, je suis pas certain qu'on en ait gagné. Et je pense, effectivement, tu mets le doigt sur un truc intéressant quand tu dis on en a perdu, c'est que je pense qu'à côté des pouvoirs qui ont été gagnés, bah, y a des choses que les femmes ont arrêté de développer. Totalement. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on avait envie de parler de ce sujet d'empouvoirment, etc. C'était pour dire qu'en fait, bah, on avait peut-être perdu des choses dans le processus vers l'empouvoirment soi-disant promu par les féministes. Et peut-être c'était les qualités féminines elles-mêmes en fait qui avaient été pendant des siècles le moyen d'acquérir du pouvoir d'une autre manière. Totalement. Et je sais pas si tu as en tête des qualités féminines ou des choses qui te semblent être tombées en désuétude de manière un peu injuste aujourd'hui. Ah mais si, mais totalement. Après, je pense que tout le monde... ce sujet, il est un petit peu complexe parce que il touche à plusieurs choses. Je pense que déjà, effectivement, je pourrais te citer des qualités, pas mal de qualités féminines, comme par exemple, je sais pas, l'empathie, la douceur, la grâce, l'élégance, l'hospitalité, toutes les qualités en fait finalement maternelles, tu vois, de soins, de patience, etc. Même d'introspection, de spiritualité, plein de choses comme ça. Mais après, je tiens quand même à... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, là où il y a eu une espèce de petite crise, c'est qu'en fait, les femmes ayant quand même... Enfin, en fait, on se répartit quand même sur un large spectre de personnalités. Et si tu veux, il y a des femmes qui ne se retrouvaient pas, on va dire, dans le spectre, parce qu'elles étaient probablement beaucoup plus du côté masculin du spectre. Donc elles se retrouvaient pas trop dans les qualités dites féminines. Comme elles ne rentraient pas dans le schéma des qualités féminines basiques, elles ont essayé un petit peu de nous convaincre que oui, les qualités masculines chez les femmes aussi, c'était super. Mais du coup, en faisant ça, j'ai l'impression que ouais, on a perdu sur le chemin beaucoup de qualités féminines qui étaient finalement notre moyen à nous d'avoir du pouvoir réellement. De pas être des ersatz masculins, mais vraiment des vrais... oui, c'était comme ça qu'on avait notre pouvoir, quoi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il serait très intéressant pour nous les femmes de justement retrouver et recultiver toutes ces qualités qui faisaient notre gloire d'antan, tu vois. Pour moi, c'est même pas juste une histoire de gloire, en fait. C'est même non, mais c'est en pratique un moyen d'acquérir du pouvoir, du contrôle sur son espace proche, sur son environnement de vie, sur tout ça. Ouais, bien sûr. Je pense que en fait, je pense que tout le monde a une sorte de volonté de domination. On est tous, d'une certaine manière, on veut avoir un contrôle sur notre environnement et c'est juste, je sais pas pourquoi, dans la tête des gens, la volonté de domination, on ne voit que la volonté de domination des hommes, parce qu'en fait elle est beaucoup plus directe et beaucoup plus matérielle, on va dire, parce que c'est souvent la violence physique, les ordres ou des choses comme ça. Mais pour te donner un exemple, la volonté de domination, comme l'explique Alfred Adler, qui est un psychanalyste, psychologue un peu de l'époque de Freud. C'était un contemporain de Freud et de Carl Jung. Bref, et Adler, en fait, il explique que la volonté de domination, elle peut vraiment je sais pas comment dire, elle peut se manifester de tellement de manières différentes. Par exemple, une petite fille, on va dire 4-5 ans, qui a genre besoin d'attention. Voilà, elle veut un câlin, quoi. Elle veut un câlin. Au lieu de demander, tu vois, l'image qu'on se ferait de la volonté de domination, c'est « Papa, fais-moi un câlin ». En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste pleurer ou faire semblant qu'elle s'est fait mal, ou tu vois. Et là, le père va faire « Oh, ma chérie, comment ça va ? Est-ce que ça va ? Tu t'es pas fait mal ?» etc. Et donc, en fait, là, à ce moment-là, la fille a exprimé sa volonté de domination en ayant finalement ce qu'elle voulait, en ayant le câlin, mais pourtant, elle l'a pas fait de manière, tu vois, comme on imagine... autoritaire ou direct, tu vois. Et en fait, on a plein de petites techniques comme ça qui nous permettent d'avoir
du pouvoir aussi sur notre environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes ne comprennent pas le pouvoir que peut avoir la féminité sur l'homme et du coup sur l'environnement qui nous entoure. Oui, je suis assez d'accord avec ça. J'ai envie de rebondir brièvement parce que j'avais en tête de le faire avant, mais Vas-y. J'ai quand même... En fait, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, les qualités masculines nous ont été imposées par une certaine frange des femmes et tout. Ouais. Je pense que c'est un des conflits internes actuels du féminisme. Totalement. Et tu prends quelque part la meilleure représentante de ce groupe-là, ça serait Alice Coffin et sa légendaire littérature sur le génie lesbien. Ouais, totalement. Et ben le génie lesbien, c'est littéralement ça en fait, c'est que concrètement, pour Alice Coffin et pour pas mal d'autres féministes que j'ai pu lire honnêtement, la plupart des féministes influences ont souvent un esprit très masculin dans le sens soit désagréable, dans le sens disagreeableness, tu vois ce que je veux dire, dans le sens confrontationnel, voilà, exactement. Soit elles sont lesbiennes, etc. Et donc en fait elles se rapprochent, je trouve intellectuellement pour certaines, d'un esprit un peu plus masculin. Totalement, ouais. Et tu regardes, vraiment c'est le nombre de femmes lesbiennes dans le féminisme, au niveau de la réflexion intellectuelle, je ne parle pas du tout des bases du féminisme, du militantisme féministe, etc. Je parle de la partie qui écrit les livres et qui fait un peu le travail de fond intellectuel. Les lesbiennes sont surreprésentées par rapport à la population générale, mais d'un bon ordre de grandeur, peut-être même 2 ordres de grandeur. C'est peut-être un facteur 100 par rapport à la population générale. C'est colossal en fait. Et quelque part, elles imposent leur code, leur vision, et peut-être aussi une partie de leur propre fantasme de ce que c'est que la masculinité, de ce que c'est qu'une femme qui a du pouvoir. Et je pense que si tu veux, il y a une notion de fantasme d'une masculinité chez ces femmes-là, parce qu'elles voudraient pouvoir soumettre leur femme. Et donc on en arrive, et souvent il y a du coup cette espèce de vision, je pense, complètement en désaccord avec ce que c'est dans la réalité pour l'immense majorité des couples français, la masculinité. Je pense que le mec moyen ne pense pas toute la journée à comment il va soumettre sa femme. Mais pour certaines, il y a une sorte d'obsession, en fait, parce qu'elle surjoue le caractère masculin. Et je pense qu'effectivement, à l'inverse, tout le côté, l'aspect de la séduction est complètement passer à la trappe du mouvement féministe, alors qu'en réalité, la force de la femme, c'est aussi ce côté séduction, en fait. C'est de pouvoir obtenir quelque chose sans l'avoir ordonné de manière bête et méchante, mais en ayant distillé l'idée dans la tête de la personne en face, en ayant suggéré que ça pouvait lui faire plaisir, en ayant proposé que peut-être que un autre personnage aurait pu le faire, mais quelque part, tu vois, cette espèce de mise en compétition, je suis sûr que machin l'aurait fait pour moi. Oui, en fait, c'est aussi un moyen de manipuler, de proposer une idée, de suggérer. Même juste la séduction dans le sens, tu sais, genre juste charnel du terme, quoi. Quand tu envoûtes l'homme, tu vois, pour moi, il y a rien que ça, pour moi, c'est genre la féminité dans le sens force féminine, je sais pas comment dire, profonde, a un pouvoir d'attraction et de contrôle que je pense beaucoup de femmes ne voient plus et ne comprennent plus du tout, en fait. Par exemple, toutes celles qui sont en mode non, on veut plus se maquiller, on veut plus s'épiler, on veut plus... Tu vois, genre, il y a une sorte de laisser-aller et de... Comment dire, on devient grotesque, en fait. On a perdu l'élégance et la finesse qui faisait que les hommes pouvaient nous vénérer et nous adorer, tu vois. Sans aller jusqu'à l'adoration, je pense que si tu veux, je pense que des femmes comme Marilyn Monroe, je pense qu'elle s'est vraiment fait adorer comme pour elle être une idole ou une... Oui, bien sûr, non mais certainement, mais de la même manière qu'il y a des hommes qui se font aussi adorer par des tas de femmes, etc. Ouais. Mais je pense, si tu veux, quelque part, il y a des... Ok, il y a effectivement un charme féminin, mais je pense qu'il y a aussi derrière tout un tas d'astuces et de qualités humaines qui correspondent en fait à un moyen de se rendre agréable aux gens autour de soi, se rendre disponible pour des gens au moment où ils en ont besoin. Tu vois, de tout le côté attention, le côté soin. Ouais, c'est vrai. Je pense, bon, alors pour ceux qui veulent
lire, vous pouvez aller lire le livre de Cynthia Fleury, Le soin est un humanisme. Je fais ma petite citation féministe, histoire de dire que je suis au courant de ce qui se passe dans les librairies féministes. Mais en fait, je pense que vraiment, il y a des tas de qualités féminines qui ne sont pas des qualités féminines juste parce que des hommes dans une grotte ont décidé que ça serait ça, les rôles féminins. Ouais, et je pense que c'est aussi tout un tas de mécanismes d'adaptation à l'environnement Mhm. et quelque part d'astuces qu'ont trouvé les femmes génération après génération pour contrôler leur environnement, contrôler les hommes qui avaient autour d'elles, contrôler les femmes qui avaient autour d'elles, parce qu'il y a aussi ça. Oui, c'est vrai. Et donc finalement, tu as des tas de petites choses. Dans les trucs de la littérature évopsy, un des trucs qui m'avait fait beaucoup rire, c'est par exemple toutes les réflexions qu'il y a eu sur les marques et l'usage des marques de luxe entre femmes pour s'envoyer des signaux de qui avait le plus de pouvoir, qui arrivait le plus à dominer, etc. Ouais. Et c'est assez dingue en fait. Il y a des réactions, des messages codés qui peuvent passer. Enfin, c'est pareil dans le même genre, dans tout ce qui est compétition entre femmes. Il y a toujours eu des capacités féminines, on va dire presque innées, à aller par exemple, je sais pas moi, répandre des rumeurs, à aller essayer d'avoir des informations sur une autre personne, essayer de cadrer ou de raconter l'histoire autrement pour faire apparaître telle personne comme plutôt mieux ou moins bien. Ouais, tu vois, tout ce genre de choses. Intelligence sociale de manière générale. L'intelligence sociale en général, si tu veux, oui. Et, en fait, il y a des tas de compétences et à un certain niveau, une femme qui a bien développé certaines de ses qualités, en fait, elle se retrouve, surtout à notre époque en fait, aujourd'hui, paradoxalement, les qualités masculines, en gros la force physique, si on veut prendre celle-là par exemple, mais il y en a d'autres, elle est complètement passée sous le... Enfin, il n'y a plus rien, il n'y a pas de cas de figure aujourd'hui où quelque chose se décide au bras de fer. Tu vois, c'est ridicule en fait. Même en le disant, ça paraît nul. Donc, oui, c'est vrai, dans totalement. l'immense majorité des entreprises, les décisions, par exemple, vont se prendre parce que la personne finesse, qui a le plus de finesse sociale, qui est le plus capable d'être un coup sympathique et empathique avec telle personne, un coup un peu direct avec telle autre personne, etc., va imposer ses codes. En fait, c'est comme ça que ça marche. Et quelque part, tu vois, il n'y a jamais eu une meilleure époque, finalement, pour que les qualités féminines se développent et permettent d'acquérir du pouvoir. Et en même temps, paradoxalement, les féministes sont en train de courir après des qualités masculines supposées je sais pas, acquérir des ressources, se débrouiller, être désagréable. Oui, voilà, j'ai envie d'être violente et de... j'ai envie de pouvoir insulter les gens si j'ai envie. Enfin, ce genre de la vulgarité, tout ce genre de trucs. C'est quoi l'inverse de la pudeur ? C'est quand tu te... L'obscénité ? Obscénité ? Est-ce qu'on peut dire qu'elles vont jusqu'à l'obscénité ? Ah bah oui. Ah ouais ? Bah attends, oui, après bon. On est quand même dans une époque où on affiche des posters de clitoris en format A3. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'il te faut ? Ok. Oui, c'est vrai. On est dans une période un peu obscène. Oui, je pense que c'est le cas de le dire. Oui, vulgarité et obscénité qui sont pas du tout à la base les choses qui nous donnaient du pouvoir en fait. C'est scandaleux, je me rends compte. C'est vraiment terrible. Mais ça demande quand même cultiver ses qualités. En fait, le truc, c'est que ça demande quand même un peu de travail. C'est ça aussi le truc. Je pense que les mecs se rendent pas compte parce que vous pensez qu'il suffit de pas manger, d'être un petit peu fine et puis d'être un petit peu jolie et un peu jeune et c'est bon, on n'a rien à faire. C'est pas vrai. Vous vous rendez pas compte le boulot que ça demande pour être un peu jolie. Mais... Après, je pense que t'as des niveaux... Bah après, ça dépend de par où tu pars. Si t'as des bons gènes, effectivement, ce sera moins de travail que si t'es laide comme un thon et qu'il te faut... Non, mais honnêtement, pour le coup, alors, tu peux me faire beaucoup de critiques. Celle-là, franchement, je pense que tu ne peux pas me la faire. Je suis assez conscient du fait qu'il y a des filles qui vont faire de la danse classique à raison de 10 heures par semaine et qui travaillent méthodiquement sur les moindres aspects de leur grâce, de leur élégance, qui s'explosent les pieds avec des pointes et qui font quand même un sourire pour faire en sorte que le public ne se rende pas compte qu'elles sont en train de souffrir. Je suis assez conscient de tous ces aspects-là. Voilà, L'expression « il faut souffrir pour être belle » n'a pas été inventée. Mais c'est pas être belle qui est en soi une qualité, si tu veux. C'est ça le truc, c'est que quand même. En fait,
Non, je te promets, c'est pas ça la qualité en fait. On va dire que ça te permet d'avoir quand même l'effet de halo qui... ça favorise certaines choses. Qui fait de l'exhausteur de goût de toutes tes autres qualités intellectuelles, sociales, etc. C'est certain, mais je pense que tu as des tas de qualités que même des femmes tout à fait moyennes peuvent cultiver et qui les font passer instantanément de la femme moyenne, etc. à waouh, j'adore passer du temps avec elle en fait. Oui, tu vois, tu prends ne serait-ce que l'art de la conversation. Ça, c'est un art qui a été complètement oui. oublié et écoute, plus personne n'a envie de faire de la conversation. Et je suis totalement d'accord avec toi et franchement, je crois que je vous plains, vous les mecs, parce que j'ai l'impression qu'à une époque, il y avait un truc où nous les femmes, on adorait avoir des conversations de fou autour d'un thé, tu vois, genre il y avait une espèce de virtuosité dans la conversation. Moi, c'est ça que je me fais, tu sais, des vieux... tu sais, des salons de bourgeoises, tu sais, où elles étaient là, elles prenaient le thé, elles avaient lu un tel ou un tel, et puis elles étaient là, elles commentaient dans un français absolument exquis. Et en fait, je pense que c'est ça qui rendait une partie de la conversation avec les femmes totalement enivrante et rigolote, on les laissait parler comme ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a totalement perdu cet art de savoir parler, de savoir avoir une pensée cohérente, et les femmes, honnêtement, tu sais, comme j'ai traîné avec beaucoup de PUA, de pick-up artistes, j'ai eu vent des conversations, mais nulles, mais je sais pas comment dire, les filles, qu'est-ce qu'elles peuvent être chiantes, des fois, c'est incroyable. Franchement, je vous comprends. Il y a plein de mecs qui me disaient, elle est magnifique, mais alors vraiment... c'est horrible. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que le côté esthétique est... Oui, c'est vrai. Je voulais juste prendre cet exemple-là parce que c'est l'exemple parfait pour moi d'un truc qui ne demande pas forcément des efforts. Tu vois, c'est pas un truc aussi... Non, mais c'est pas aussi intense et violent que se de refaire faire de la danse classique 10 heures par semaine. Ça n'a rien à voir. On est en train de dire en gros que quand tu discutes avec les gens, tu essaies de t'impliquer dans la discussion, tu fuis pas la conversation. Et puis il faut aussi s'intéresser à des choses. Et tu es capable d'avoir quelques références, quelques notions de ce qui se passe dans l'actualité éventuellement, ou que sais-je, pour éventuellement rajouter des choses intéressantes à la conversation. Moi j'ai l'impression qu'il faut aussi être passionné un peu, avoir des passions, tu vois, des sujets sur lesquels... tu parles avec le cœur, tu vois. Oui. J'ai l'impression que ça aide. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gamines, elles sont juste dosées à TikTok et à des trucs un petit peu plats, et ça aide pas, je pense. Ben, je sais pas, mais tu vois, ça fait partie des qualités. Pour moi, tu peux... je pense que tu peux tout de suite passer d'une fille tout à fait banale et ordinaire à une fille vraiment agréable de contact, juste parce que tu es capable de relancer une conversation régulièrement, de t'intéresser un peu aux autres, etc. Et tu as, à mon avis, il y a un paquet de petites qualités comme ça qui sont un peu tombées en désuétude, qui sont considérées comme étant un peu, ça c'était dans des manuels de bourgeoises d'il y a 100 ans. Et en fait, ça faisait la différence, tu vois. Et je pense que tout ce qui ressemble à de l'hospitalité, de l'amabilité, le fait que quand on discute avec toi, on se sent bien, tu vois, c'est bête, hein, c'est 1 million de petits détails, mais en fait, c'est vraiment le raffinement féminin que d'aller se perdre dans ces petits détails jusqu'à vraiment les perfectionner. Il y a une autre qualité féminine, alors je l'avais d'abord découvert en anglais sur un truc un peu taoïste qui disait, mais en fait je l'ai revu ensuite plusieurs fois sur des trucs un peu plus de relations homme-femme et tout. Il y avait cette idée que l'homme c'était le doing et la femme c'était le being. Donc doing c'est le faire, c'est le truc dans la matière, c'est l'actif on va dire, alors que la femme, c'est le being, c'est vraiment l'être, tu vois, être, la contemplation et la passivité, c'est un mot un petit peu négatif, mais tu vois... La rêverie, peut-être ? Ouais, il y a un truc genre l'appréciation du moment présent. Et en fait, c'est marrant. Et la réceptivité à la beauté aussi. Il y a un truc comme ça, tu vois. Et il y a un truc que moi, j'ai toujours eu dans ma personnalité que je trouve extrêmement féminin et très très intéressant. C'est j'arrive à m'émerveiller de vraiment n'importe quoi. C'est un peu un truc un peu enfantin, tu vois. C'est genre, il y a une fontaine.
tu sais, je m'assois à côté d'une fontaine, et là, il y a il y a un oiseau qui passe à un moment, il y a un rayon de soleil, il y a un truc qui fait que c'est beau, et je suis là, et je suis choquée, et je suis, waouh, je prends 5 minutes, et j'observe ça, et je suis... Et en fait, je me rappelle que ma mère, mon beau-père, plein de gens avaient tendance à me dire oui, bon, ça va, c'est juste une feuille. Enfin, tu sais, par exemple, je prends une feuille et je vois, il y a des nervures bizarres, ou il y a une couleur spéciale, il y a un rayon de soleil qui éclaire un vase d'une certaine manière, et je suis là et je m'extasie. Et je me rappelle, on se foutait de ma tête tout le temps en disant mais Amélie, mais c'est bon, c'est juste un coucher de soleil, quoi, reviens sur Terre, calme-toi. Par exemple, moi j'ai une passion pour les étoiles du mois d'août. En ce moment, j'adore. Je trouve que les étoiles du mois de juillet, août, elles brillent différemment. Je trouve qu'elles ont un truc sec, tu vois, il y a un truc sec dans le ciel, je sais pas comment t'expliquer. Et je trouve ça absolument fantastique et magnifique. Et j'ai franchement, toute ma vie, on m'a beaucoup bridée sur ce truc-là. Et aujourd'hui, je me rends compte, en me renseignant sur, tu sais, vraiment profondément, genre, qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce que la masculinité, je me rends compte qu'en fait, ça, c'est un truc profondément féminin. Et je crois que c'est ça que les hommes aiment beaucoup, c'est le côté, eux, ils sont très faire, et en fait, finalement, être avec une femme qui peut s'émerveiller, tu vois, du moindre truc, genre... Des fois, je regarde ma nourriture et tu sais, je l'ai placée et les couleurs, ça fait un joli dégradé. Je suis là, oh, c'est génial, on mange un truc, c'est trop beau, c'est trop génial, c'est trop bon, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est la petite bouffée d'air frais que l'homme a besoin pour lui décompresser et apprécier la vie, tu vois, avec la même détente, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'est genre de la même manière que l'homme attire la femme vers le monde matériel et essaye de lui, voilà, de la pousser à faire des choses et à être responsable, on va dire ça comme ça. Au contraire, la femme va reprendre l'homme dans tous ses papiers, ses trucs, machin, son travail, et va tu vois, l'émerveiller l'espace d'un instant, parce qu'à deux, ils vont apprécier le coucher de soleil. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, j'ai au moins 4 bouquins à citer, là. Waouh, c'est un peu gênant. Ah, ok, parce que en fait, le truc, c'est que, si tu veux, ce que tu dis, c'est amusant. Il y a eu une époque où les poètes, en particulier les poètes masculins, étaient justement accusés d'avoir un esprit très féminin, parce qu'ils appréciaient et ils s'émerveillaient du monde. Tu vois, c'est marrant. Et tu prends... En fait, toute une partie de la poésie française du 19e consiste littéralement à faire ça, à observer la nature et à s'émerveiller de la nature. Ouais. Et donc, techniquement, c'est Lamartine qui va projeter ses sentiments mélancoliques personnels sur le monde, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il va observer un lac et il va voir ondoyer la surface d'un lac et il va dire « Mais en fait, c'est comme moi, ma mélancolie ondoie dans mon âme. » Tu vois, il a l'impression de voir dans la nature ce qu'il vit en lui-même. Et donc ça, c'est un peu le côté, voilà. Contemplatif. Après, contemplatif. Je pense, en fait, que quelque part, le côté contemplatif a aussi un petit peu disparu. Parce que... Alors ça, c'est Chesterton qui dit ça dans Orthodoxie. Et c'est une idée qu'on retrouve aussi un petit peu dans les nourritures terrestres d'André Gide. Donc là, c'est un peu catalogue de bouquins, mais c'est pas grave. Voilà. Ceux qui sont intéressés s'intéresseront. Et en fait, c'est ce côté un peu chrétien de dire Dieu a façonné la nature, si tu veux, en chaque aspect, et il faut donc s'émerveiller de la nature. Et en fait, la nature est émerveillante en soi, parce qu'elle est merveilleuse. Et donc, il y a ce côté un peu chrétien qui, à mon avis, aujourd'hui n'est plus tellement perçu, que chaque micro-détail, en fait, est porteur d'une forme de patte divine et donc qu'il mérite de s'émerveiller. Et quelque part, c'est à partir du moment où on a la chute de Dieu, au moins dans la philosophie sous la plume de Nietzsche, et qu'on dit finalement que tout est fait par l'homme, tu vois, on pourrait remonter même à Descartes si on voulait, le côté on s'est rendu comme maître et possesseur de la nature, et bien à partir de ce moment-là, on perd l'émerveillement qu'on peut avoir pour la nature, parce que la nature n'est plus quelque chose d'inconnu et potentiellement mystique, ça devient quelque chose de complètement domptable et maîtrisable, et donc il n'y a pas de raison de s'émerveiller de quelque chose qu'on a dompté et maîtrisé. Tu vois, c'est un peu et c'est là qu'on en arrive surtout à une forme de déréalisation un peu générale oui, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant tu vois, typiquement une pensée très 19e, dans le même style.
le positivisme, entre autres, mais une de ses branches en particulier, s'intéresse beaucoup à l'homme comme étant une machine comme les autres. C'est-à-dire que même en fait l'homme n'a plus de valeur humaine intrinsèque, tu vois. Et donc c'est là où en fait l'émerveillement, une fois que tu l'as quitté, bah, tu réifies tout et donc tu en arrives à... Et ça fait partie des choses que je peux reprocher à certains des mauvais PUA. Je vais peut-être pas tous les mettre dans le même sac. J'allais dire les masculinistes en général, mais vas-y. Mais les mauvais PUA, pour moi, sont incapables de penser l'amour en dehors d'une sorte d'échange de valeurs ou en dehors d'une sorte de transaction, en fait. Les mectos aussi sont comme ça. Je suis moins d'accord avec ça. Je pense que c'est pas vrai. Dans le sens... Ok, je vais peut-être citer le mauvais, mais clairement, il y en a plein qui sont en mode il faut que vous preniez une femme jeune, comme ça, il y aura retour sur investissement, sur sa fertilité, parce que voilà, si vous devez vous mettre avec une femme, il faut qu'elle soit fertile. Le plus longtemps possible, parce que sinon, vous perdez votre ressource. Il y a un truc un petit peu froid comme ça, quand même. Mais parce que je pense que t'as beaucoup de... Enfin, en fait... T'as beaucoup d'hommes qui ont du mal à, tu vois, accepter le fait de ne pas choisir complètement rationnellement. Je pense que ça, c'est un des aspects qui est peut-être le plus difficile à faire pour un homme. C'est-à-dire qu'on est dans une société très rationnelle, et donc il est logique dans une société rationnelle de se comporter de manière rationnelle. Tout à fait. Et l'homme est une machine, en tout cas l'homme dans le sens l'homo sapiens de sexe masculin, je précise. L'homme est une machine très élaborée qui est très forte en fait pour résoudre des problèmes de compromis, pour trouver un équilibre parfait, pour être ce que Adam Smith appellerait l'homo economicus, en fait. Tu vois, c'est ce côté le mec très rationnel qui va faire un choix économique rationnel, en fait. Bon. Totalement. Et donc, en fait, le truc, c'est que pour beaucoup de ces hommes, ce qu'ils veulent, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. En fait, le monde... Moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le plan cognitif, tu vois. Je pense qu'on l'a un tout petit peu effleuré juste avant, mais le monde des jeux vidéo, en fait, est une des dimensions d'un truc plus large, c'est la gamification du monde, si tu veux. Le fait qu'on tout devient un enjeu de jeu vidéo, finalement. Et donc, dans un enjeu de jeu vidéo... tu veux partir dans ton couple ou dans ta famille ou dans je sais pas quoi avec le meilleur personnage possible disponible. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas pas choisir exprès le pire et tu vas pas choisir non plus un personnage complètement au hasard. Tu vas te renseigner sur tous les personnages disponibles dans le jeu et tu vas prendre celui qui est le mieux selon tes principes ou tes aspirations ou ta technique, ta stratégie, que sais-je. Et en fait, justement, le côté contemplatif, c'est ce qui faisait à une époque que certains hommes arrivaient à s'émerveiller des femmes au point d'écrire de longs poèmes, des élégies, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, aujourd'hui, dans notre monde, où on est en permanence en train d'être actif, d'être en train de gamifier des choses, en train de stimuler, ça disparaît. Et c'est pareil chez les femmes aussi, en fait. Tu prends l'Instagram, le TikTok, tous ces trucs-là. En fait, ça sert à se promouvoir au reste du monde en permanence. Alors tu peux le faire de manière plus ou moins détendue, hein. Il y a des femmes qui le font une fois de temps en temps pour montrer à leurs copines sur Instagram et ça s'arrête là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des femmes qui le font, qui le perçoivent comme étant un travail à temps plein en fait, et qui ont en fait, parce que Instagram est le fonctionnement gamifié si tu veux. Clairement. Tout est fait pour te donner une récompense sociale, il y a un chiffre, il faut poster à telle heure si on veut être efficace, il faut mettre tel hashtag si on veut que ça marche, etc. Et donc finalement, tout est devenu une sorte de jeu vidéo. Et donc il y a le côté social avec Instagram, il y a le côté relation humaine avec le fait qu'on veut choisir le bon personnage avec qui on va discuter pour etc. Les applications de rencontres, c'est la même chose. C'est exactement ça. On pourra peut-être en parler. Oui, je pense qu'on aura tout un podcast dédié à ça. Voilà, donc mais techniquement, en fait, tout devient une sorte de jeu vidéo et du coup, il n'y a plus la contemplation, en fait, il n'y a plus l'émerveillement, il n'y a plus tous ces trucs-là. À force de rationaliser et de rendre tout complètement compréhensible, du coup, tu as perdu ce côté-là. Et je pense que quelque part, les femmes, il y a un siècle, étaient perçues comme un peu mystérieuses, mystiques, etc. Et jouer à fond là-dessus. Hein. Moi je suis d'accord. Moi je pense que c'est un truc, le mystérieux, je pense que c'est
un truc qu'on a joué pendant peut-être depuis le début de l'humanité, genre la femme est un mystère irrésolvable, disaient la plupart des grands poètes et tout. Moi je pense qu'on jouait à fond là-dessus, et aujourd'hui les féministes sont là en mode regardez, en fait on n'a aucun secret, voilà comment on marche. Si vous appuyez sur ce bouton, il y aura un orgasme. Exactement. Mais je trouve ça c'est vraiment nous tirer des balles dans le pied, totalement. Mais c'est comme l'idée, tu sais, de se dénuder, de dire ouais, nous aussi on a envie de se balader les seins à l'air. Mais en fait les filles, vous vous rendez pas compte, les seins ont un haut taux de... Non mais même il y a une époque où les mecs fantasmaient sur des chevilles de femmes qu'ils apercevaient sous une robe longue, tu vois. Et ça, mais c'était totalement à notre avantage. Je veux dire, si tu peux... plus t'as d'armes dans ton sac, plus t'as de trucs pour érotiser l'homme, et plus t'as... Je sais pas comment dire, t'as du truc avant que le désir s'érode, quoi. Et aujourd'hui, non, il faudrait qu'on monte nos seins à tout le monde et qu'on nous désexualise. Bah non, en fait, j'ai pas envie qu'on me désexualise, ça va pas ou pourquoi c'est un des seuls pouvoirs qu'on a. Enfin, pas un des seuls, mais je veux dire, c'est quand même un bête de pouvoir qu'on a. Donc non, en fait, ne nous désexualisez pas, mince, alors. Mais alors, qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui vont te dire que si tu dis ça, c'est parce que tu es pour... la burqa et je sais pas quoi. Ah, bah je pense que ça va, il y a une... Je pense que... Parce que si tu veux, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de guéguerre entre deux extrêmes, c'est soit mini-jupe et tu montres décolleté, tout, soit burqa et tu... Mais il y a un entre-deux, enfin l'élégance à la française, on peut très bien porter des jupes un peu serrées avec des jolies... je sais pas, moi j'ai travaillé dans la mode toute ma vie, je sais qu'on peut être élégante sans être vulgaire et sans... En fait, justement... Est-ce qu'on peut pas jouer avec le... Enfin, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire entre le montrer sans dévoiler, être chic sans être vulgaire, tu vois. Il y a tellement de lignes qu'on pourrait, avec lesquelles on pourrait jouer. Genre, ça serait... Mais là, bon, on a un petit peu cassé le jeu, quoi. Maintenant, c'est à qui montre le plus ses fesses, et puis voilà, c'est tout, quoi. Ouais, j'étais en train de me dire, mais je pense que si on aborde ce sujet, on va partir dans une digression de 2 heures. Mais en vrai, j'étais en train de me dire qu'on n'avait jamais eu autant de moyens techniques d'un point de vue des tissus, des matières, de tout ce qui existe, qu'aujourd'hui, et pourtant la mode avait jamais été aussi pauvre et aussi bêtement primitive et primaire en fait. Vraiment, c'est genre juste on va montrer des seins, des fesses, quoi. Enfin, oui, et puis même, tu vois, normalement la haute couture qui est censée être être la quintessence, tu vois, de l'art et de je sais pas quoi, mais aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi. Il y avait un mème qui tournait beaucoup à une époque, il montrait des photos de défilés avec des trucs complètement what the fuck, avec des cages à oiseaux, des trucs complètement nuls, importables, et il y avait marqué Go home fashion, you're drunk. Mais c'est exactement ça, mais on est complètement bourré, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Et bref, du coup, moi je suis totalement d'accord avec ça, donc bon bref. Pour revenir à notre sujet qui est l'empouvoirment féminin. Recentrons-nous un peu, on va pas parler de mode, sinon je suis partie pendant effectivement. Trop longtemps. Moi j'avais une sorte d'ouverture à te proposer pour un peu... quelque part conclure et proposer une piste de réflexion aux gens. Donc on a expliqué un petit peu notre vision des choses, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu une sorte de mensonge sur l'empouvoirment proposé par les féministes, c'est-à-dire qu'ils prétendaient apporter un pouvoir et en pratique on ne le trouvait pas forcément, que peut-être qu'ils poussaient les femmes à aller chercher des qualités masculines ou des qualités capitalistes qu'elles n'avaient pas forcément ni intérêt ni besoin de chercher, et qu'on déshéritait d'autres qualités qui avaient fait beaucoup pour servir les femmes dans les siècles passés, et qui peut-être même à cette époque pourraient être encore plus utiles que par le passé. Et quelque part la conclusion de tout ça, moi j'ai envie de dire, j'entends beaucoup de gens, notamment chez les jeunes, qui disent voilà, mais on voudrait rendre le monde plus beau, etc. Nous, on fait ça pour... On veut rendre le monde meilleur. Voilà, rendre le monde meilleur et tout. Donc ça peut être pour l'écologie, ça peut être pour plein de dimensions. Et je trouve que c'est assez amusant, parce que quelque part, avant de rendre le monde entier plus beau, ce qui est un objectif démesurément grand, surtout quand on a 20 ans, peut-être que commencer par rendre son entourage plus heureux et plus joyeux et plus beau, ça serait déjà pas mal. Et je pense qu'une bonne partie des qualités qu'il faut cultiver quand on est une femme, mais aussi quand on... Enfin, c'est pareil pour un homme, je veux dire, je dresserai le même conseil à un homme. Il faut cultiver ses qualités, il faut
cultiver autour de soi son lien avec les autres et tout ça. Et ça passe par des qualités qui sont peut-être spécifiques à chaque sexe, en fait. Peut-être que les femmes vont être plutôt dans, je sais pas moi, l'amabilité, l'hospitalité, l'élégance, le soin, enfin des choses comme ça. Peut-être que les hommes vont être plutôt dans le service rendu aux autres. Peut-être qu'ils vont être dans la protection. Peut-être qu'ils vont être dans... Oui, enfin, il y a un certain nombre de qualités masculines qui peuvent être rendues, même... des coups de main entre voisins, aller tondre la pelouse pour une personne qui aurait peut-être un peu du mal à sortir de chez elle, faire ses travaux pendant l'été, enfin tu vois, des choses comme ça. Ouais, totalement. Donc je pense que chaque sexe peut apporter sa petite particularité. On peut faire du soin de manière masculine en allant aider des gens avec de la force physique. On peut faire du soin de manière féminine en allant aider des gens en leur soutenant le moral, par exemple. Ça peut être une manière féminine d'apporter du soin aussi. C'est vrai. Et je pense que quelque part, chacun des sexes a intérêt à cultiver ses spécificités et ses qualités pour rendre le monde plus beau, mais pas forcément tout le monde, mais au moins juste à sa petite échelle, quoi, autour de soi, en fait. Ouais, la petite parcelle qui nous est donnée sur ce monde, bah déjà, si chacun faisait sa petite parcelle un tout petit peu mieux, bah en fait, déjà, le monde, il irait mieux. Moi, c'est un petit peu ça, le truc, c'est vraiment... L'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. C'est... Les jeunes femmes, aujourd'hui, sont là et elles crient « Oui, nous, on fait ça pour le monde, vous comprenez, dans 7 ans, le monde va mourir, je sais pas quoi. » Mais en fait... c'est pas en criant sur tout le monde et en oppressant en fait juste intellectuellement et physiquement les gens que tu vas arriver à faire quelque chose de beau dans ce monde en fait. C'est d'abord tu commences par toi, tu commences par rendre juste ton tout petit bout, c'est vraiment ce que dit Peterson, hein, range ta chambre, c'est genre tu veux aider le monde, commence par ranger ta chambre parce que tu vas te rendre compte de toutes les choses que tu as déjà à faire et à maîtriser en fait, parce qu'il y a une maîtrise en fait qui vient aussi avec le fait de rendre le monde plus beau. Donc en fait, si t'as 20 ans et que t'es là, je veux rendre le monde plus beau, bah oui, mais en fait, comment tu veux faire si t'as pas les bases? Il faut déjà marcher avant d'apprendre à courir, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc en fait, pour moi, à chaque fois que ça va pas, à chaque fois que je suis anxieuse ou à chaque fois que, je sais pas comment dire, il faut que je remette une bonne direction et une bonne dynamique dans ma vie. Je commence toujours par ranger ma chambre, parce que c'est comme la piqûre de rappel de « Ok, avant de vouloir aller courir je sais pas où, commence déjà par juste remettre de l'ordre. » Tu sais, ça te rappelle un petit peu... C'est un peu, tu sais, l'humilité de simplement te dire « Ok, je commence déjà d'abord par moi, et ensuite j'irai m'occuper de tous les problèmes du monde. » Et plus tu arrives à faire ça, et plus ensuite tu peux expandre ta petite parcelle jusqu'à peut-être gagner justement du pouvoir. Parce que, imagine, au final, t'as rendu service pendant des années à tout ton entourage et tout ton quartier même. Si t'as une bonne réputation, si t'es gentil, agréable, que ça se passe bien avec ton mari, que tes enfants sont bien élevés et que tout le monde les adore, je suis désolée, mais avec une vraie communauté comme ça, tu peux vraiment aller beaucoup plus loin que n'importe quel... tweetos qui va cancel je sais pas qui en fait. T'as aucun pouvoir. Oui, et puis c'est quelque part aussi un moyen de... En fait, c'est une solution à la fois pour rendre le monde plus beau à sa petite échelle, mais aussi quelque part, c'est un moyen de gagner en autonomie, en indépendance, peut-être par rapport à d'être plus heureux un aussi. Système capitaliste ou une société qui a ses problèmes et qui peut-être n'est pas pérenne, tu vois. Les gens qui sont dans une logique survivaliste, je suis désolé, on peut pas forcément être survivaliste dans son coin sans parler à personne. Ouais, c'est pas vraiment possible. Et tu vois, c'est typiquement les petites qualités. Je me suis en train de me rendre compte qu'il y en a une qu'on a peut-être un peu oubliée. C'est la puissance du compliment féminin. Oui, c'est vrai. Parce que tu vois, tu dis on peut crier sur les gens et tout. Moi, franchement, j'aimerais presque lancer un défi. Si on a des auditrices, essayez de faire des compliments à des gens. Vous en faites 2-3 par jour. Vous vous forcez intellectuellement. Vous dites là, je vais faire un compliment. Parce que c'est pas toujours naturel au début, mais attends, parce je pense que ça fait partie des armes féminines les plus puissantes au monde. Mais il faut faire attention au type de compliment. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit un petit peu honnête. Bien sûr, il faut que ce soit honnête. Et la deuxième chose, c'est si vraiment le compliment le plus puissant, c'est quand quelqu'un fait quelque chose qui a un comportement que vous aimez. En fait, c'est 10 fois plus efficace de
de féliciter, de récompenser à quelque chose qui est une bonne action que de gronder quand quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Enfin, j'ai l'impression, hein. Et effectivement, d'un point de vue psychologique, moi j'ai l'impression de toutes les discussions que j'ai pu avoir que ça marche beaucoup mieux, quoi. C'est clair, c'est incroyable, c'est vraiment une... Et donc, clairement, et justement, ça fait partie des ouais. petites choses, tu vois, typiquement... pour moi, le compliment, c'était un moyen qu'avaient trouvé les femmes d'apprivoiser le fait qu'elles allaient peut-être moins au conflit que les hommes. Oui, c'est vrai. Et tout le côté féministe de dire finalement, mais allez faire des critiques, allez dire ce que vous pensez, etc. En fait, j'ai envie de dire, alors, non seulement ça demande un effort aux femmes, mais en plus, ça marche pas tellement. C'est tu vois. contre-productif. Clairement. Ça marche moins bien que de faire des compliments quand ils font un truc bien. Bah ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, depuis le début, on aurait juste pu leur dire au fait, quand vous êtes un petit peu moins machiste, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien quand tu considères que j'ai un cerveau et que je peux avoir mon propre esprit critique. Même pour le partage des tâches ou tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, le partage des tâches, le type qui a fait la vaisselle ou je sais pas quoi, si vraiment c'est un enjeu si important, on lui dit j'ai remarqué que tu avais fait la vaisselle, c'est vraiment trop bien, j'ai de la chance de t'avoir. Je pense que ça a plus d'effet que de dire t'as pas fait la vaisselle alors que tu avais dit que tu la ferais, etc. Tu sais, ce côté-là, je pense que en fait ça marche pas. Enfin, je veux dire, ça fait plaisir sur l'instant, mais je pense que ça marche pas. Ouais. Il y a une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'est le mec qui a écrit les femmes viennent de Mars. Non, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Je sais plus c'est quoi son nom, mais ce mec-là, j'ai regardé plusieurs interviews de lui et il racontait une histoire qui m'a trop touchée. Il parlait justement du pouvoir du compliment et il racontait que donc sa femme, elle voulait tout le temps qu'on éteigne un couloir quoi, quand ils allaient se coucher. Et il oubliait tout le temps. Et en fait, un jour, il y pense et là, il arrive dans le lit, elle est en mode waouh, t'y as pensé, merci, vraiment, c'est trop bien. Et en fait, à chaque fois qu'il éteignait, il faisait des compliments, et au bout de 3 fois, il n'a plus jamais oublié d'éteindre la lumière dans le couloir, alors qu'il sentait bien que c'était un truc qu'il avait pesé pendant des semaines et des semaines, et genre, il était tellement en mode oh, c'est génial, tu te rends pas compte, en fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et en fait, il dit que même des années après que sa femme soit morte, il n'oublie jamais d'éteindre la lumière. C'est pas trop touchant. C'est trop touchant. Non mais moi ça me. Est-ce qu'on finit là notre podcast? Moi je pense que c'est une anecdote un peu touchante. Et donc tu vois, je trouve ça vraiment. Je pense qu'on a oublié plein de choses qui faisaient la force et la beauté aussi un petit peu de la vie et je pense le bonheur en général des femmes et des hommes. Et voilà. J'espère que ce podcast a été intéressant et enrichissant pour les gens, que ce soit les hommes qui ont peut-être eux aussi oublié les qualités féminines et qui du coup pourront proposer ce podcast aux filles qui les entourent ou même juste chercher ces qualités-là chez les femmes. Et puis j'espère que bien sûr les jeunes filles qui nous écoutent seront motivés avec moi pour redorer les... avec nous. Hein, avec nous, oui, s'il te plaît. Bien sûr, pardon, excusez-moi. Merci, Mais bon, je sais pas pourquoi je me sens un peu responsable. Oui, tu es la grande sœur de toutes nos auditrices, c'est ça ? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'aimerais beaucoup qu'on essaye aussi de redorer les qualités féminines. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On remercie comme toujours les gens qui ont contribué à la campagne de dons qui a permis de financer ce podcast. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine et à très bientôt. À bientôt.